Troisième partie sur les débats historiques à propos de la conquête de l'espace, avec 3 sous-points qui semblent particulièrement intéressants pour comprendre comment la guerre froide et comment cette logique de l'espace va finalement animer les tensions entre États et va aussi permettre à la fois aux deux grands de récupérer la technologie allemande et aussi de faire valoir leur point de vue idéologique. La question de Wernher von Braun est intéressante à double titre. Premièrement, elle explique comment la CIA américaine, dès 1945, a exfiltré des ingénieurs en technologie balistique allemande et finalement va permettre aux États-Unis, par l'appui de ces scientifiques, auprès de la CIA, auprès du Pentagone créé en 1947, auprès de la Maison-Blanche, auprès de la NASA créée en 1958, de permettre aux États-Unis, même si au début ils sont en retard, notamment pour l'envoi de satellites d'observation et d'êtres vivants dans l'espace, vont leur permettre d'avoir une certaine avance en termes de missiles balistiques et de capacité de projection. Quelqu'un comme von Braun va notamment permettre aux États-Unis de développer leurs fameuses missiles Jupiter, qui vont être déployés en Turquie, démantelés en 1959 à l'occasion de la crise de Cuba, va également leur permettre de développer leur fusée Saturne, qui va leur permettre notamment d'avoir leurs premières images de la Lune et également de développer la première technologie d'arrimage terrestre au niveau de l'espace lunaire utilisée par l'équipage en 1969. Donc finalement, on peut faire l'analogie avec l'opération Condor, la même façon dont la CIA a aidé finalement les régimes militaires à lutter en Amérique du Sud contre les régimes communistes dans les années 60 ou 70 en s'appuyant sur d'anciens capo SS et d'anciens officiers de la Weimar comme Klaus Barbie ou comme Adolf Eichmann. Donc von Braun, c'est l'équivalent scientifique au nucléaire de l'opération Condor. Le deuxième élément, thème important qui nous intéresse, c'est le cas israélien, c'est-à-dire que finalement Israël, à partir de la fin des années 70 et du début des années 80, 1979, c'est le lancement de l'agence spatiale israélienne qui va avoir pour objectif d'envoyer des satellites d'observation, a priori, entre guillemets, pour une dimension scientifique. Alors pourquoi Israël lance ce programme en 1979 ? Il faut se souvenir que 6 ans au préalable, pendant la guerre du Kippour, Israël avait été à 2 doigts de perdre cette guerre-là. Il avait fallu tous les actes de bravoure d'Ariel Sharon avec sa stratégie en étoile, l'aide au dernier moment des États-Unis, et surtout, finalement, le fait que les pays arabes aient attaqué en pleine fête du Kippour, c'est-à-dire en pleine surprise stratégique pour Israël. Et ce qui avait beaucoup choqué les élites à la fois politiques et militaires israéliennes, c'était que finalement les États-Unis n'avaient pas donné d'image satellitaire qui aurait permis à Israël de mieux contrôler son théâtre d'opération et peut-être de réagir avant l'attaque surprise des pays arabes. Donc Israël se dit, à partir de la fin des années 70, nous devons lancer une équivalent de la CIA à notre niveau, coordonner nos programmes à la fois spatial et à la fois aéronautique pour nous permettre de cartographier notre espace satellitaire et permettre, dans le cas d'une nouvelle guerre avec les pays arabes, finalement d'avoir plus d'informations, plus de renseignements et de mener une stratégie préventive qui nous permettrait de repousser les pays arabes comme on l'a fait en 48, en 56, en 67 et en 73. Donc finalement, Israël se cache derrière son objectif scientifique pour des fins avant tout militaires et aussi pour des fins nucléaires. Rappelez-vous qu'Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire en 68 comme l'Inde et le Pakistan et s'apprête à la fin des années 70 à commencer sa technologie nucléaire. Alors qu'officiellement elle avait déclaré que non. Ça vise aussi dans une portée militaire à prévenir une nouvelle attaque des pays arabes. Parce que si Israël se dote de l'arme nucléaire, elle fait jouer le principe de la dissuasion et elle empêche une nouvelle attaque en surface, comme en 48, en 67 et en 73. Donc, le programme spatial israélien, c'est une couverture pour son programme militaire et pour son programme nucléaire. Revenons peut-être à une chose peut-être moins stratégique, mais peut-être tout aussi tragique, le cas de l'affaire Laika en 1957. Alors, animal symbolique, puisque c'est le premier être vivant, donc le premier aussi animal à voir la surface du globe, on l'a dit tout à l'heure. Mais finalement, ça va apporter quelque chose d'assez original en relations internationales, c'est-à-dire la question du soft power. Laika, certes, a vu la surface du globe, mais est surtout morte, morte d'asphyxie, morte d'épuisement, morte aussi de faim, morte à cause finalement d'une décompression thermique qui a fait échauffer la température et donc l'a étouffée vivante. Et apparaît à partir de cette période-là la notion de la cause animale comme un soft power. Le soft power, selon Joseph Nye, c'est la capacité d'influence
qui définit une puissance non pas dans sa capacité de contraindre, mais d'être suffisamment séduisante pour influencer. Or, le cas de l'affaire Laika en 1957 va soulever l'indignation d'organisations de la cause animale qui vont s'indigner au-delà du cas de Laika, du traitement des animaux pour la cause scientifique et la cause de la course à l'espace. Donc finalement, l'URSS va être victime pendant quelques mois d'une campagne médiatique menée, notamment en Angleterre, en France et aussi aux États-Unis, d'une campagne médiatique menée par des organisations de défense des animaux qui vont manifester devant l'ambassade soviétique, qui vont signer des pétitions à l'échelle internationale et qui vont relayer médiatiquement la manière dont les citoyens soviétiques ont traité cette petite chienne en acceptant sciemment de l'étouffer et donc de la faire mourir. Donc plus globalement, sur l'actualité contemporaine, on voit bien que cette cause animale commence à être un thème de puissance en relations internationales. On a vu qu'Israël avait notamment interdit il y a quelques années la vivisection pratiquée sur les animaux. On a vu les scandales sur les tortures pratiquées sur les animaux par l'armée bolivienne. Et on a vu également l'Union européenne, qui se veut puissance normative, avoir interdit il y a quelques années, notamment l'interdiction des expériences sur les singes. Donc on voit bien que cette guerre froide et cette course à l'espace est aussi un conflit idéologique.